Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous ce matin très froid pour ce webinaire sur les assurances incontournables des entreprises. Je suis Gisela Sanchez, responsable des projets chez Finance Innovation. Pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de savoir plus sur Finance Innovation, on est le pôle de compétitivité de la finance digitale en France. Nous regroupons un écosystème de presque 600 membres. Alors, pour animer ce webinaire, j'ai le plaisir d'accueillir deux de nos partenaires et très impliqués dans les activités de Finance Innovation. Donc, aujourd'hui, j'accueille Olivier Blandin, CEO de la société Acrema, expert dans la partie assurance. Il a quand même contribué à plusieurs de nos livres blancs. Et aussi Laurent Chenet, associé chez MGT, et qui, par ailleurs, précède aussi et président de notre comité de labellisation, métier du chiffre et du conseil. Donc, voilà, avant de rentrer un peu dans les sujets de ce webinaire, j'ai des petites choses à vous rappeler. Donc, déjà, sachez que vous avez à votre disposition un chat, des onglets à droite de votre écran pour poser vos questions. Donc, n'hésitez pas. Idéalement, l'idée, c'est que ces webinaires soient le plus interactifs possible. Donc, si vous avez des questions, on est là pour les répondre. Et aussi, sachez qu'à la fin, que la rediffusion de ces webinaires sera disponible de la fin de ces webinaires et sur la chaîne YouTube de Finance Innovation. Donc, voilà, donc pour rentrer dans les sujets. Donc, aujourd'hui, Laurent, Olivier, vous avez choisi nous parler sur les assurances obligatoires pour les entreprises, les nice to have et les must have. Pourquoi ce sujet? Donc, peut-être, Laurent, on commence avec toi. Ton micro, Laurent, on ne t'entend pas. C'est mieux avec le micro. Bonjour à toutes et à tous. Merci, Gisela. Bonjour, Olivier. Bonjour, Laurent. Ravi d'intervenir. En fait, plus pour illustrer, mon métier, c'est de rechercher des fonds en capital ou dette. Et donc, effectivement, c'est de voir quel est l'impact des recherches de financement des assurances, quelles sont les assurances qui sont, entre guillemets, obligatoires, fortement recommandées, quelles sont celles qui croisent. Et en fait, de s'apercevoir aussi que dès qu'on est sur une question de recherche de financement, dès les premiers tours avec des business angels, il y a des premières questions d'assurance qui peuvent se poser. Et dès qu'on est côté prêteur, ça c'est quasi systématique, vous allez avoir des assurances incontournables. Voilà. Merci Laurent. Et alors Olivier, en tant que courtier expert dans les sujets d'assurance, qu'en penses-toi? Existe-t-il des assurances obligatoires pour les startups? Est-ce qu'il y a des packages différents des assurances pour les entreprises traditionnelles? En fait, je dirais, on a organisé cette réunion dans le cadre de Finance Innovation avec Gisela et Laurent, parce qu'on pense que Finance Innovation, c'est vraiment le partenaire des InsurTech et des FinTech. Et l'assurance, pour nous, ça doit être considéré comme un levier et non pas comme une charge. Or, trop souvent, l'assurance, par défaut d'information ou je dirais de manque de connaissances, souvent l'assurance est prévue comme une charge, comme un incontournable, comme un péage. Et toute notre démarche aujourd'hui, c'est de montrer que dans certains cas, il peut y avoir des assurances totalement obligatoires pour des raisons légales, mais elles sont très très rares, et que très souvent, l'assurance est incontournable pour justement permettre de se développer. Donc toute notre approche avec Laurent, ce sera vraiment de vous rappeler les différents stades, je dirais, de création d'entreprise, de la start-up jusqu'à la licorne. La licorne, je pense qu'elle n'a plus du tout de problème d'assurance, elle trouvera vraiment des grands courtiers, des grands assureurs pour les accompagner, mais entre start-up et scale-up, quelles sont les assurances à mettre en place, quelles questions à se poser, et surtout un peu quelle est la partie grise, c'est-à-dire dans quel cas c'est pas obligatoire, c'est pas légal, et dans quel cas il faut quand même l'apprendre parce que ça peut être nécessaire. Donc ce sera bien voir tous ces aspects-là pour vous permettre ensuite, avec tout le discernement nécessaire, de se dire tiens, je suis en train de me développer, il faut vraiment que je passe par de l'assurance. Je vais vous prendre un premier exemple d'assurance incontournable. Une société de conseil basique, par exemple de conseil en stratégie, eh ben, cette assurance, elle n'a pas d'obligation de RC Pro. Par contre, quand elle répond à un appel d'offres d'un institutionnel, eh ben, dans le cahier des charges d'achat, il y a toujours une dimension assurantielle. Donc vous voyez, là, on n'a pas d'obligation légale et d'obligation contractuelle. Et donc l'assurance devient presque un argument de vente.
Mais on va développer tous ces aspects-là pour, je dirais, petit à petit voir comment les choses fonctionnent et avec Laurent, voir aussi comment lui, il le perçoit et sur les différents deals et opérations qu'il a pu mener, quel était le rôle de l'assurance. Ce qu'on va vraiment développer, c'est les étapes de l'assurance par rapport au financement, après présenter différents types d'assurance et surtout après vous montrer aussi quels sont les ordres de grandeur et les prix. Et là, vous avez un transparent qui montre que l'assurance, on ne sait pas comment faire. Et donc après, on va rentrer un peu dans le détail. Bah, ce qui est intéressant dans ce transparent, si je vais me permettre, Olivier, une question, mais on voit un transparent, il y a beaucoup de choses, on voit le mot obligatoire, en gros, et c'est ça qu'il va peut-être falloir préciser. Et ce qu'on comprend dans le propos que tu viens d'exposer, c'est que les assurances, ça concerne les entreprises quasiment dès leur création. Est-ce qu'il y a des assurances spécifiques pour les startups à ce stade de développement très jeune, ou est-ce que ce sont les mêmes qui se calibrent et qui vont se calibrer dans le temps au fur et à mesure de la croissance? Moi, ce que je voudrais, c'est juste avant de rentrer sur les startups, lever quand même je dirais, un a priori, c'est que trop souvent, on pense qu'il y a beaucoup d'assurances obligatoires. Et je vous prends un exemple qui sort un peu des startups. L'assurance habitation, par exemple, elle n'est pas obligatoire. Dès lors que vous n'êtes pas en copropriété, que vous n'avez pas de mur mitoyen. Donc, si vous avez un grand château qui ne touche rien du tout, eh ben, vous n'êtes pas obligé de l'assurer. Après, c'est votre problème, c'est de l'auto-assurance. Eh ben, c'est pareil dans l'activité des entreprises. La plupart des assurances sont facultatives. Et après, cette notion d'obligatoire recommandé, elle est à moduler en fonction de chaque activité. Alors, Laurent, moi j'ai envie de répondre oui et non à la question, y a-t-il des assurances pour les startups spécifiques? Vous avez des entreprises, des courtiers, vous avez des startups qui ont bâti des packages spécial startup et qui disent nous on assure les startups. Vous avez des grands groupes d'assurance et je pense aux principaux groupes européens comme AXA, Allianz Generali qui ont des packages startup accompagnement. Mais en fait, l'assurance pour startup, ce n'est que des assurances normales où on va s'assurer que ça suive vraiment le profil de la startup. Et en fait, il n'y a pas d'assurance startup particulière puisque les assurances que l'on voit là-dessus, on a des choses comme RC Pro, RCMS, que cyberprévoyance, c'est des assurances classiques. Et à chaque fois, on parle quand même des assurances de base, soit des assurances de personnes, c'est-à-dire couvrir une personne sur sa durée de vie, sur les risques portant sur la personne, ou des assurances de biens et de responsabilité. On va assurer des biens d'activité ou la responsabilité des personnes. Et on a toujours des schémas de base sur lesquels on va élaborer et construire pour les startups. Et donc, ce que je voudrais vous présenter, c'est qu'en fait, pour simplifier la chose et pour permettre à la fois aux investisseurs et aux responsables de startups, les assurances pour les startups, elles sont relativement simples. J'ai envie de vous dire, on a ces 4 niveaux, RC dirigeant, RC professionnel, homme clé, garantie croisée associée et assurance cyber. Donc si le mot cyber est vraiment mis en grand aujourd'hui, c'est pour une raison assez simple, c'est que, je dirais, le schéma le permettait. Mais ce n'est pas pour autant dire que la cyber est la chose la plus importante, même si, on y reviendra tout à l'heure, c'est un risque majeur aujourd'hui, où le nombre de cas est multiplié par 3 et les montants en cause sont extrêmement élevés. Est-ce que je réponds bien à ta question, Laurent, sur les packages? Non, c'est clair qu'effectivement, s'il n'y a pas d'assurance en tant que telle pour les startups, il y a quand même un certain nombre qu'il faut appréhender dès la création. Et donc, si elles ne sont pas forcément obligatoires, il y en a certaines. Alors, il y en a quand même. Il existe, il me semble, quand même, dans certains secteurs d'activité, des assurances, pour le coup, obligatoires au sens légal. Après, on va venir sur cette nuance entre l'obligatoire légal et l'obligatoire transactionnel. Alors, sur le légal, je vais répondre très vite. Le légal, ça couvre principalement les professions réglementées. Les professions réglementées, c'est par exemple l'ensemble des métiers du droit, c'est les métiers médicaux, c'est les professions de l'assurance aussi. Et toutes ces professions réglementées, dans la mesure où il y a un lien avec le public, avec le bien-être, avec l'épargne du public, eh ben, elles sont réglementées et donc on leur impose à ces professions des assurances spécifiques. Donc c'est par exemple l'assurance des courtiers d'assurance comme moi-même, c'est l'assurance de certaines professions financières comme
conseiller en gestion de patrimoine ou les CIF. D'ailleurs, Laurent, toi, quelles sont tes assurances dans le cadre de ton métier d'accompagnement? Alors, Est-ce que tu as une obligation légale ou est-ce que tu as une obligation contractuelle? alors, l'obligation, en fait, elle est en deux temps. Je n'ai pas d'obligation légale. C'est-à-dire que je pourrais effectivement ne pas prendre mon activité de conseil où j'ai une obligation de moyens dans ma recherche de financement. Je pourrais me passer de RC Pro. Mais en fait, la pratique professionnelle impose d'être membre, en tout cas pour ceux qui travaillent normalement, d'une profession, d'une association professionnelle, qui fait aussi l'objet, alors elle ne fait plus l'objet d'un agrément AMF, qui est encore le cas quand l'AMF régulait les conseils de bilan, mais ces associations professionnelles, pour en être membre, il faut souscrire, c'est obligatoire, une assurance RC Pro. Donc, elle n'est pas légalement obligatoire, mais de facto, j'ai cette assurance. Mais tout à l'heure, tu parlais de levier. Bon, au départ, je suis comme tout entrepreneur, c'est une charge. De toute façon, c'est dans mon compte de classe 6. En fait, c'est un levier. Alors moi, c'est un levier qui est plus marketing parce que j'ai besoin de ces associations professionnelles où on partage les meilleures pratiques. Il y a les meilleurs intervenants du marché. Quelque part, c'est aussi du marketing. Mais voilà, comme une assurance qui est pas strictement obligatoire, l'est devenue par la pratique professionnelle, et combien aussi elle est en fait elle a un effet de levier sur l'activité que je pratique, comme pour tous mes confrères. Donc, tu voudrais dire que l'assurance est une sorte de label de qualité, c'est ça? Est-ce que tu vas aussi loin que ça? Ça joue, bien sûr, oui, bien sûr, mais il y a beaucoup de professions et on a besoin de labels de qualité qui peut s'exprimer pas que par les assurances, mais notamment par les assurances. D'accord. Ouais, donc c'est bien, c'est intéressant à retenir cette idée-là parce que nous, assureurs, quand on vend notre produit, on essaie d'expliquer qu'on fait du conseil, qu'on accompagne, etc., etc. Mais j'aime bien entendre un de nos clients dire l'assurance est un label de qualité. Et je pense que c'est un point important à vraiment marquer. Je vais vous reprendre l'histoire de l'appel d'offres. Quand vous avez deux fournisseurs sur un appel d'offres pour une grande banque française, eh ben, celui qui est assuré par une société pour un montant significatif, eh ben, il a plus de chances d'obtenir le marché que celui qui dit non, non, je ne suis pas encore assuré depuis 2 ans parce que je n'en ai pas besoin, je vais m'en occuper, je reviens vers vous. Ça montre aussi, le fait de s'assurer, ça montre aussi un intérêt client et un souci quand même d'accompagner sa promesse client. Laurent, toi, tu n'as excuse-moi de dire mais qu'une obligation de moyens dans ton métier. Oui. Et si tu montres une assurance en responsabilité civile, c'est que dans le cas où tu commettrais des erreurs ou des omissions dans ton métier, donc une faute, et que ça entraînerait un préjudice, eh ben, ton client est rassuré. Parce que le rôle de l'assurance, c'est quand même de rassurer et de permettre, je dirais, de laisser le client sécurisé par rapport à notre activité. Et c'est important aussi pour la start-up. En fait, quand je disais que c'était en deux temps, ça peut être vrai pour certains métiers. Dans mon cas, à moi, c'est un corollaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai besoin des meilleures pratiques professionnelles et il y a des aspects très techniques, très réglementaires et de vécu. Et donc, on est obligé de partager entre confrères, de travailler et d'établir entre guillemets, des normes de travail, même si ce n'est pas au sens réglementaire. Et ce qu'on appelle les bonnes pratiques professionnelles. Et pour pouvoir faire ça, le cadre dans lequel on le fait impose qu'on ait une RC Pro. Et ce qui va rassurer mon client, c'est de s'assurer que je suis quand même, je maîtrise les meilleures pratiques professionnelles, les meilleurs outils, les outils les plus récents du marché. Donc, en s'adressant à moi, il sait que je mets les meilleurs moyens à sa disposition. Donc, c'est plutôt ça qu'il va regarder et on m'a jamais demandé ma RC Pro. Et quand j'ai fait d'ailleurs des opérations de financement, même pour des petites structures comme nous, une petite dizaine de personnes, un peu moins, c'est rare on s'assure qu'on l'a prise, mais le challenge, il n'a pas été au-delà. Et je veux dire, moi, j'ai souscrit cette assurance-là, pas en me disant, tiens, il faudrait que je coche cette case-là. C'est pour la réussite de ma pratique professionnelle. Ça passait par une étape qui nécessitait cette assurance. Et je ne regrette évidemment pas. Mais voilà. Mais après, je pense que, si je peux me permettre un commentaire, parce qu'après, je pense qu'on va y venir sur le financement, une vraie différence. Il y a l'obligatoire, c'est le thème, n'est pas obligatoire, mais après, il y a aussi ce qui relève du bon sens, qui relève de la nécessité. Moi, le bon sens, c'est dans mon métier, c'est d'être dans ces associations professionnelles, comme dans tous ces métiers-là, que ce soit réglementés, régulés ou assimilés. Donc, ça passe par ces assurances-là, alors qu'elles n'ont pas le caractère obligatoire, et c'est du bon sens. Je ne vais pas économiser quelques milliers d'euros, parce que c'est quand même quelques milliers d'euros
mon activité. Hein. Mhm. Mais c'est normal, enfin, c'est lié aussi au chiffre d'affaires. C'est-à-dire qu'il y a aussi de l'activité. On voit aussi le bon côté des choses. Et c'est un investissement, et je le vois plus comme un investissement qui est absolument indispensable. Bien sûr. Mais j'aime bien ton idée de bon sens parce que l'assurance a beaucoup évolué depuis l'époque des petits caractères illisibles, des délais, etc. L'assurance, elle est vraiment en train de pivoter avec des structures plus light, avec vraiment un accompagnement. Et donc, moi, j'encourage un peu les prospects et les clients à se poser la question du what if, que se passerait-il si? Et je vois sur notre écran qu'on a l'assurance des cyber-risques. Il y a une quinzaine d'années, l'assurance des cyber-risques ne se posait absolument pas, ni pour les TPE, ni pour les PME, et non plus pour les boîtes du CAC 40. Aujourd'hui, avec toutes les tentatives de phishing, d'hameçonnage, de ransomware, pour toutes sortes de raisons, et surtout avec la digitalisation de la société, le bon sens consiste à se dire, sur le traitement de mes données personnelles, c'est mes clients, mais aussi mes données confidentielles, toutes mes données business, il est bon de prendre une part active à leur protection parce que c'est toute la valeur de mon entreprise. Si on prend par exemple une entreprise qui a une chaîne de production digitalisée, si le pirate arrive à rentrer sur cette chaîne de production et à la bloquer, l'entreprise peut perdre 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 2 semaines de production. Et l'entreprise n'a pas toujours un plan de continuation d'activité qui permettrait d'éviter ce genre de choses. Et c'est là où je parle de l'assurance cyber. L'assurance cyber, c'est une assurance très utile qui permet de couvrir les attaques aux données et surtout de mettre en place des solutions, soit des solutions sous forme de service, soit des solutions sous forme d'assurance. Donc le bon sens, compte tenu de la fréquence en augmentation, c'est de se dire, s'il arrive quoi que ce soit, je me protège pour que les conséquences financières d'une attaque soient prises en charge et que je puisse assurer la pérennité de ma boîte. Et la notion d'assurance, elle doit être liée à cette notion de bon sens et de pérennité aussi. Et surtout aussi d'expérience client. Et au-delà de l'assurance obligatoire. Donc c'est vraiment important d'avoir bien ça en tête par rapport à gérer une startup, se dire quel type d'assurance je dois faire. On va peut-être préciser, Olivier, que sur l'assurance cyber, que moi-même je connais peu, et puis dans les diligences, moi j'ai fait aussi le métier des due deal, les VDD, etc. Pour regarder, pas tellement les assurances de risque opérationnel, il y a des structures ad hoc, mais on est plutôt sur les comptables financiers et juridiques. Mais sur l'assurance cyber, qui est une assurance la plus récente, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on regarde la masse, par exemple, tu parles d'une chaîne de production, elles sont presque toutes aujourd'hui pilotées en informatique. Et ce qu'on sous-estime, si on parle souvent dans la presse des quelques grands groupes, ce que j'ai découvert, parce que j'ai un client qui était concerné, c'est que n'importe quelle PME, même de petite taille, se fait rançonner, se fait attaquer et pour des montants assez modestes. Quand je dis modeste, c'est quelques dizaines de milliers d'euros, quelques milliers d'euros, dizaines de milliers d'euros. Et en fait, ce que j'ai découvert, c'est que c'était assez fréquent, c'était paralysant pour des PME, pas toujours la trésorerie, ils ne peuvent pas se permettre de perdre quelques jours de chiffre d'affaires. Autant, ce sont des assurances, alors là je vais peut-être me tromper, mais tu nous préciseras ça, qui ne paraissent pas au regard du risque et de la probabilité qu'une survienne l'événement d'une attaque cyber un jour pour une entreprise à peu près établie, à peu près visible. Puis, sachant que c'est assez agressif, c'est-à-dire que ça touche tout type d'entreprise en segmentation particulière de ceux qui font ça. Donc, c'est une nouvelle assurance à prendre en considération plus qu'on ne le faisait jusqu'ici. Ouais, mais c'est une nouvelle assurance, mais c'est surtout un nouveau risque. Oui, et c'est un nouveau risque qui est croissant. Parce qu'avec le confinement, avec le télétravail, on a ouvert énormément de brèches dans les systèmes d'information des entreprises. Quand on travaille en BYO, c'est-à-dire Bring Your Own Device, c'est-à-dire on laisse le collaborateur utiliser son propre PC, sa propre tablette pour se connecter au serveur d'entreprise, on ouvre des failles possibles dans le système d'information. Et le sujet, c'est que malheureusement, l'aspect cyber, et là c'est un sujet que je défends énormément, l'aspect cyber est très difficilement pris en compte. Aujourd'hui, je pense qu'on a à peu près 80% des boîtes du CAC 40 qui sont couvertes. Et quand on descend sur les ETI, les PME, les ETI, les entrepreneurs individuels, la couverture n'est pas là. On préfère se dire que je vais traiter le sujet RGPD, comme
parce qu'il y a la peur de la CNIL, mais l'assurance cyber, ça ne me concerne pas. Et je pense que l'assurance, il faut bien voir l'assurance comme un accompagnateur de business. C'est-à-dire c'est un levier par rapport au client, et c'est aussi un levier de pérennité. Si par exemple vous êtes très conforme au niveau RGPD, que vos données personnelles sont bien traitées, parfait. Et c'est pas ça qui va garantir en cas d'attaque que votre boîte soit protégée. L'assureur, il n'est pas là pour empêcher les attaques, il est là pour prendre en charge les conséquences financières d'une attaque. Et je vais vous prendre une analogie avec l'automobile. Vous achetez un véhicule avec toutes sortes d'airbags, de pare-chocs, de sécurité active. Vous prenez quand même une assurance, c'est vrai qu'elle est obligatoire, mais pour vous protéger en cas d'accident, même si toute la sécurité est à l'intérieur. Donc, l'idée, c'est de se dire, qu'est-ce qui arriverait si, par exemple, pour une police à 1 000 euros, pour une boîte qui fait 1 million d'euros en cybersécurité, tout votre système d'information est planté pendant une semaine, qu'est-ce qui se passe? Combien ça vous coûte pour restaurer le système d'information, pour rattraper les clients que vous allez perdre, pour la perte d'exploitation générée pendant une semaine? C'est juste ça, c'est la dimension coût-bénéfice. Et on arrivera tout à l'heure aux dimensions financières. On se rend compte quand même que grâce à la mutualisation, pour quelques centaines ou quelques milliers d'euros, on peut réussir à couvrir des sinistres de montants très élevés. En RC professionnel, la RC exploitation peut monter pour une police à 300 euros de prime jusqu'à 8 millions d'euros. Vous vous rendez compte? Vous ne pourriez pas, avec de l'auto-assurance, couvrir ce genre de choses. Mais là, j'entre un petit peu trop dans le détail. Continuons sur plutôt financement, start-up et différentes étapes. Hein. Moi, je pense que ce qui serait intéressant, est-ce que tu pourrais, de manière très schématique, finalement, c'est dérouler dans le temps comment se positionner différentes assurances. C'est-à-dire que je suis start-up, je pars sur un certain nombre d'assurances, et puis au fur et à mesure que la société va se développer, je vais être face à de nouveaux risques ou de nouveaux besoins d'assurance. Schématiquement, c'est quoi pour l'entrepreneur? Qu'est-ce qu'il peut avoir en tête comme driver? Alors, moi, j'ai envie de vous dire, il y a des assurances dont on ne va pas parler aujourd'hui parce qu'elles sont disponibles. Il n'y a pas de différence entre start-up et autres sociétés pour les créateurs. C'est tout ce qui est assurance santé, prévoyance individuelle ou collective. Il y a plein de gens qui font ça très bien. Il n'y a rien de spécifique pour les startups. Et l'assurance des locaux et des véhicules, là, il n'y a rien de spécifique non plus. Par contre, moi, j'ai envie de dire, la priorité d'un start-upper, quand il crée sa société, c'est qu'au départ, il y a toute la phase de passage de l'idée à l'action. Et il y a toute la partie POC. Donc, c'est toute la phase où on va faire une proof of concept, on va commencer à se lancer, et on n'est pas encore sûr de la pérennité de la boîte, de son développement, mais on va quand même prendre certains risques. Et là, moi, j'ai envie de recommander un seul contrat, parce que quand on lance la société, quand on fait les premiers POC, toutes les premières parties, financières, avec le Love Money, par exemple, ou l'accompagnement, Laurent, c'est toi qui pourras expliquer un peu quel type de financement on peut mettre. Eh ben, le sujet, c'est que l'entreprise, la start-up, elle va avoir un engagement client particulier et que cet engagement client particulier, et fournisseur aussi, eh ben, il faut que ce soit couvert parce que s'il arrive quoi que ce soit, la start-up, elle doit être protégée. Et c'est là où je recommande pour la société qui se lance un seul contrat, c'est principalement, je dirais, de la RC professionnelle et éventuellement un petit peu de cybersécurité, mais là sous forme de package, parce qu'on a des assureurs anglo-saxons. Je pense à des gens comme, au hasard, un Liberty ou Beazley, par exemple, qui proposent des packages de cybersécurité très simplifiés, dans lesquels vous n'avez que les services en cas d'urgence. Intervention de l'avocat, intervention de l'entreprise de services numériques et entreprise de communication de crise. C'est-à-dire, il y a une attaque sur les données, et ben, tout ce package, pour des montants de l'ordre de 40-50 000 euros, permet de limiter l'impact médiatique. Donc ça, pourquoi? C'est parce que les startups, au départ, elles vont traiter beaucoup de données, donc elles peuvent être aussi des cibles. Donc ça permet d'avoir un package minimal qui permet de garantir les promesses clients, qui permet de garantir la startup contre les risques avec des tiers, pour toutes sortes de raisons, et surtout protéger les données, puisque la startup, souvent, elle travaille en big data, entre guillemets, et elle va travailler ces données. Donc ça, c'est le tout début. C'est ce genre de package que je recommande. Et après, bien sûr, on peut aussi assurer le matériel informatique, mais là, on est aussi dans des assurances classiques, donc ça, je voulais pas trop passer. Oui, il y a moins d'enjeux. Enfin, il y a moins d'enjeux, quoi. Je suis d'accord. Et ensuite, quand on est dans une phase de maturité, on a toujours ces mêmes assurances. Est-ce qu'il y en a d'autres qui viennent se greffer? Et à partir de quand il faut avoir le réflexe de s'interroger? En fait, c'est toute la question. C'est qu'on veut
pas non plus surcharger en assurance, même s'il y a un effet de levier, c'est aussi une charge. Et donc, c'est de savoir à partir de quand il y a un fait déclencheur et comment on calibre. Donc, comment ça monte en puissance quand la société grandit. Moi, j'ai envie de dire, sur ces deux risques hein, que sont la RC Pro et la cybersécurité, je dirais on peut avoir un effet de croissance organique, c'est-à-dire qu'une RC Pro pour une garantie de l'ordre de 100 000 euros, elle passera peut-être à une garantie de 500 000 ou d'1 million parce que la boîte a grandi. Ça, c'est le premier point. Et la cybersécurité, on peut passer aussi d'une cybersécurité sous forme de service pur à une cybersécurité sous forme de, je dirais, d'assurance, c'est-à-dire les conséquences financières d'une cyberattaque. Donc, reconstitution du système d'information, RC par rapport aux tiers dont les données ont été attaquées, etc., etc. Donc, on avait des contrats d'assurance et ces contrats vont grandir par rapport à la taille. Mais on va aussi changer de nature de couverture. Parce qu'au tout départ, on assure en fait les biens de l'entreprise, c'est-à-dire ses données. On assure aussi la responsabilité. Donc, on est vraiment sur purement de l'assurance dommage. Mais quand la boîte grandit et qu'on se dit, bon, finalement, il y aura sans doute une plus grande pérennité, la question qu'on va se poser, c'est what if, c'est-à-dire que se passe-t-il s'il arrive quelque chose aux dirigeants et dirigeantes. Et là, c'est un sujet vraiment important qui va se décliner sous deux parties, qui va se décliner sous la partie assurance homme-clé, qui est une sorte de contrat de prévoyance, mais je vais entrer en détail dessus, et sur toujours la personne du dirigeant, la responsabilité du dirigeant. Alors, l'homme-clé, c'est amusant parce que c'est deux garanties, RCMS et assurance du dirigeant. J'interviens aussi avec une association de Business Angel. Et ben, ce qu'ils ont mis en place pour leurs porteurs de projet, c'est-à-dire les personnes qui accompagnent une start-up lors d'un financement, c'est de recommander très très fortement, dès lors qu'il y a un financement apporté par cette association, c'est de garantir l'assurance homme-clé et la RC dirigeant. Ça permet de sécuriser les investisseurs. Donc c'est ça c'est un point important. Donc à quoi ça correspond ces deux garanties? L'assurance homme-clé, c'est de dire, j'ai une entreprise, elle fonctionne avec une ou plusieurs personnes clés, parce que l'homme clé peut être une femme aussi. On a vu, il y a beaucoup de startups labellisées qui sont dirigées par des femmes, donc c'est important de le rappeler. Et donc, cette personne clé, c'est la personne sans laquelle l'entreprise aura de grosses difficultés à tourner. Et il y a une statistique qui est répandue sur le marché et que tout le monde ne connaît pas encore, c'est que on a à peu près 15% des boîtes qui disparaissent dans les 2 ans qui suivent la disparition de leur fondateur. C'est-à-dire que le décès d'un dirigeant, parce que là, parlons des choses sérieusement, on ne va pas se cacher, c'est l'assurance homme-clé, c'est le décès ou l'incapacité qui est couverte, et ben, le décès d'un dirigeant peut tout à fait planter une société. Et quand on est investisseur, on a envie que la boîte puisse survivre à son ou ses fondateurs, et donc on met en place cette garantie qui permettra, en cas de décès ou d'incapacité du dirigeant, de verser un capital à l'entreprise pour permettre de recruter un manager de transition. Laurent, est-ce que tu as eu des cas dans toutes les opérations de financement que tu as menées où vous avez utilisé vos garanties homme-clés? Parce que là, moi, je raconte des choses, ça peut paraître théorique, mais c'est intéressant d'avoir un homme de terrain qui en parle. Tu as eu des cas, toi, d'utilisation? De l'assurance homme-clé? Ouais. Bah, alors, homme-clé, oui, alors, moi, quand je fais du financement, si je regarde partie capital et prêteurs, moi, c'est plutôt les prêteurs qui ont des exigences. Mais quand les sociétés sont jeunes, homme-clé, c'est important. Et même sur des sociétés sous LBO, j'ai un exemple typique d'une entreprise qui était sous LBO. Alors là, j'avais deux types d'acteurs. J'étais prêteur et apporteur de capitaux. Là, on avait les assurances emprunteurs et les assurances homme-clé. Et en fait, d'une situation qui était imprévisible, jeune dirigeant arrive, c'est triste, il faut que l'entreprise survive. Elle avait des atouts pour survivre. Elle était mature, donc elle avait une culture, des parties prenantes, un management. Il fallait quand même des managers de transition. Ça coûte de l'argent, il fallait se réorganiser. En fait, sur cette entreprise, quelques années après, elle s'en est sortie, c'est-à-dire que l'assurance, elle était salvatrice, d'abord parce qu'elle a allégé la dette. La dette, elle a été prise en charge par les assurances.
Les investisseurs ont donné du coup aussi du temps à une entreprise qui aussi, grâce à cette assurance, elle fait chercher un manager de transition. 3 ans après, l'entreprise est revendue et du coup, la famille, qui est un peu au capital aussi du fondateur, évidemment, s'y retrouve. Et les investisseurs également, surtout qui sont aussi apporteurs de la dette LBO, ils s'en sortaient bien aussi. Mais tout ça pour dire que dans un cas, l'entreprise aurait dû disparaître. C'est pas immédiat. Il y aurait eu des phases de sauvegarde, etc. Ça aurait mis, comme tu disais tout à l'heure, 2 ans. Allez, 18 ans pour aller plus vite. Quand c'est vraiment des PME qui reposent trop sur quelqu'un. Voilà. Donc là, c'est l'exemple typique d'assurance qui était transactionnelle, enfin, dans le cadre de deal qui avait été imposé, et le cas peu probable qu'il peut y avoir un coup dur, eh ben, le levier, là, c'est le côté salvateur. Après, aujourd'hui, quand on fait des recherches de financement pour des jeunes entreprises, et systématiquement, il n'y a aucun choix parce que tous les prêteurs sont à la même longueur d'onde. J'ai des assurances emprunteurs systématiques et parfois des assurances hommes-clés. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il faut regarder entreprise par entreprise. Là encore, je reviens au bon sens. Parce qu'une entreprise, quand elle a des offres et qu'elles sont toutes calibrées pareil, c'est comme que le marché a raison. Et quand on vous demande un certain nombre d'assurances, c'est qu'il y a manifestement un risque qu'il faut couvrir. Il faut couvrir, pardon. Et pas courir, bien sûr. D'accord. Dans des entreprises plus matures, où on me demande est-ce que Laurent, est-ce que je dois souscrire ou pas les assurances, emprunteurs, etc. Ça dépend de l'entreprise. Moi, je suis aussi au bord d'entreprises plus importantes pour des dizaines de millions d'euros, où j'ai tout un management, j'ai une société qui est structurée, qui a des fondations, qui est organisée. Franchement, ça ne sert pas nécessairement d'avoir systématiquement toutes les assurances. J'en reviens au bon sens. Voilà, donc quand c'est jeune et quand on est dans des cas contraints, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre offre, il n'y a pas d'offre sans ces assurances, c'est parce que ça a du sens, il n'y a pas le choix et il faut le faire, c'est ce qui permet d'avancer. Je rappelle l'entrepreneur, parce que je suis aussi une dizaine de personnes, je les vois avant, on n'est pas joueur de loto. Quand il y a des risques, on essaie de les baliser, de les couvrir. Et parfois, c'est des décisions de gestion, c'est aussi des assurances, c'est comme ça. Donc oui, mais c'est quasi systématiquement. La seule chose que je n'avais pas, c'est quand je faisais des due deals, des VDD, encore une fois, je ne faisais pas d'audit particulier de ces assurances-là, RCPO, clé, etc. Parce que dans due deal, c'est pas dans le cadre de ces travaux-là qu'on allait checker ces plans. D'accord. Ben, merci Laurent. Donc il y a la garantie homme-clé, c'est-à-dire que en cas de décès ou d'incapacité d'un des associés fondateurs ou d'un homme clé, on versera un capital à la société pour embaucher un manager de transition. Et la garantie croisée, c'est toujours un contrat de prévoyance. L'événement déclencheur, c'est toujours le décès, l'incapacité. Par contre, en cas de décès d'un des associés, un capital sera versé aux associés survivants pour racheter les parts de l'associé décédé. Et donc ça, c'est un contrat vraiment important parce que c'est un contrat à manier avec votre avocat et c'est allié avec, comment ça s'appelle, le pacte d'actionnaires ou le pacte d'associés. Dans le pacte d'associés, on va déterminer les conditions de rachat, de vente, etc. Je dirais toute la gouvernance de l'entreprise. Et là, ça permet surtout une chose, c'est que ça permet de garder une gouvernance d'entreprise. Je travaille avec des avocats en droit des affaires aussi qui disaient on se retrouve dans une société, il n'y avait pas de pacte d'associés, il n'y avait pas ce type de garantie. Et bien désormais, c'est le fils de l'associé décédé qui devient actionnaire à 30% et qui veut diriger la société. Donc ça pose de vrais sujets. Avec ces deux garanties, on assure à l'entreprise, que ce soit avec l'homme clé et l'arrivée d'un manager de transition ou la garantie croisée associée, on assure en cas de difficulté, la difficulté majeure, c'est le décès, on assure la pérennité de l'entreprise. Et Laurent disait qu'on n'est pas des joueurs de loto quand on est chef d'entreprise, c'est très vrai. On n'est pas dans les jeux de hasard et on a envie de nos investissements, on prend des risques bien sûr, mais on a envie de sécuriser les investissements. Donc là, quand la levée de fonds est plus significative, ces deux types de garanties sont vraiment importants. Et après, on a une autre garantie, c'est la garantie RC dirigeant. Et j'ai vu dans
je dirais, dans la salle, dans le chat, qu'il y avait une question, donc je vous remercie de vos questions. Ça permet de rendre la chose un peu plus interactive. La différence entre RC Pro et RC Dirigeant. La RC professionnelle couvre l'entreprise pour les dommages causés à des tiers pour lesquels il y aurait un lien de causalité avec les erreurs et omissions commises par l'entreprise. Premier cas de figure, vous êtes une start-up, vous faites appel à un freelance en graphisme. Ce freelance vous fait un très très beau site web avec des photos exceptionnelles. Et le sujet, c'est que ces photos ne sont pas libres de droit. Donc, la personne porteuse des droits vous attaque en responsabilité et c'est votre RC professionnel qui couvrira les dommages causés par votre préposé, c'est-à-dire ce freelance. Donc, c'est un schéma assez classique. Ça peut couvrir aussi tout ce qui est engagement contractuel, c'est-à-dire délai de livraison, toutes sortes de choses. C'est globalement, je dis très très globalement, la RC professionnelle. La RC dirigeant, elle va couvrir les dirigeants de droit ou de fait pour les activités détachables de la RC Pro de l'entreprise. Donc, par exemple, s'il n'y a pas respect des statuts, s'il y a une faute de gestion, eh ben, on peut attaquer le dirigeant de l'entreprise. Et le sujet, c'est que lorsqu'il y a mise en cause de la responsabilité d'un dirigeant, c'est une mise en cause qui est faite in concreto. C'est-à-dire que le juge va chercher des éléments pour mettre en cause. Il n'y a pas de texte de loi qui va lister tous les cas possibles. Donc, si par exemple, on a un dirigeant de société qui organise une augmentation de capital et que cette augmentation de capital est faite à son seul profit et a pour effet de diluer d'autres actionnaires historiques, eh ben, on pourra attaquer ce dirigeant sur sa RC dirigeant. Vous voyez la différence entre RC Pro et RC dirigeant, c'est les fautes commises par le dirigeant lui-même, que ce soit le dirigeant de droit, c'est-à-dire un mandataire social, ou le dirigeant de fait. Et c'est là où ça devient encore plus intéressant, c'est que le dirigeant de fait, ça peut très bien être un actionnaire de la structure, mais qui de facto a un contrôle sur la structure sur certains aspects centraux. Exemple, actionnaire à 51% d'une structure, eh ben, cet actionnaire ne gère pas la société, mais c'est lui qui gère le carnet de chèques et les dépenses. Ou un rôle dans la gestion et les décisions majeures de l'entreprise. Donc, vous voyez la différence entre les deux. Cette RCMS est très importante parce qu'on a en France un chiffre de 4000 dirigeants par an qui sont condamnés pour des fautes de gestion. Et le sujet, c'est que quand on est condamné au titre de la RC dirigeant, c'est-à-dire ces fautes de gestion personnelles, eh ben, on est responsable sur ses fonds propres. Si l'assureur est présent, il prendra en charge les frais de défense et les condamnations civiles. Par contre, les condamnations pénales ne seront pas prises en charge. Donc, vous voyez, je vous le donne globalement. Et c'est là l'intérêt de prendre en charge cette RC dirigeant. Ça protège le dirigeant de l'entreprise. Et s'il y a un groupe d'investisseurs qui peuvent être un peu dans l'immixtion dans la gestion, ça peut éventuellement intervenir pour protéger ces personnes-là. Et quelles sont les personnes pouvant mettre en cause la responsabilité? C'est l'ensemble des tiers. Ça peut être les salariés, ça peut être les instances représentatives du personnel, et ça peut être aussi l'administration, ou ça peut être aussi certains clients. Donc, si je récapitule, au tout début, avant de passer, je dirais, aux aspects financiers, je reviens au tout début, en arrière, voilà. L'entreprise est créée, RC Pro et un peu de cybersécurité. L'entreprise se développe, on a toujours de la RC Pro mais des montants plus élevés, et on met en place une RC dirigeant et des garanties hommes-clés croisées ou hommes-clés simples, et la cybersécurité de manière plus significative. Et j'ai envie de vous dire, tout ça, ça fonctionne bien, mais ça va être accompagné ainsi. Plus la société grandit, ça va être accompagné de dispositifs internes de type plan de continuation d'activité, succession planning, etc., maîtrise des risques. Parce que l'assurance, le rôle de l'assurance, même si c'est un levier fondamental qui peut accompagner la croissance, le rôle de l'assurance, ce n'est pas de suppléer l'activité de l'entreprise, mais c'est de l'accompagner. Et en matière de cybersécurité, c'est très bien, mais il faut aussi avoir toute une approche globale de que se passe-t-il en cas de cyberattaque, est-ce qu'on a des sites de repli, etc., etc. Donc, tu vois, Laurent, c'est une démarche un peu globale. Et j'ai envie de dire, la démarche de l'assureur est un peu une démarche de maîtrise des risques. Et j'ai envie de dire, l'assureur, son rôle doit être traité très en avant. C'est pas une fois qu'on a lancé la boîte et qu'on commence à être sur le marché qu'on dit, tiens, comment on s'assure? C'est plutôt de dire, tiens, je réfléchis à lancer un nouveau produit avec des conditions générales de vente, avec des engagements clients, etc., etc.
eh ben, qu'est-ce que je fais en termes d'assurance? Et là, l'assureur peut avoir un rôle pour vous dire, ah, le design du produit, si tu le fais ainsi, tu risques de te retrouver totalement planté. Vous voyez, c'est important que l'assureur soit vraiment en amont. C'est pour ça que je considère que le rôle de l'assureur n'est pas uniquement une sorte de guichetier qu'on va voir en disant, tiens, tu n'aurais pas un contrat qui. C'est plutôt un partenaire avec lequel on peut travailler des hypothèses, on peut réfléchir pour dire dans quelle direction je dois aller. Voilà. Merci Olivier. Alors, j'ai été un peu long, mais non, est-ce que j'ai répondu aux questions de la salle? Je pense que oui. Oui, ok, très bien. Alors, tu as édulcoré. Je vais me permettre une question, parce que tu as quand même édulcoré. Hein, j'ai cru voir passer un slide qui allait venir et qui me paraît important, parce que, en fait, tout le problème aussi des assurances, c'est que, d'abord, comme tu l'as dit, les risques évoluent et la politique de risque évolue en interne dans la société, ce qui suppose de mettre à jour régulièrement, enfin de se poser régulièrement. Donc, c'est aussi pour ça que le courtier d'assurance est un partenaire de l'entreprise dans cette réflexion. Mais après, concrètement, une fois qu'on a conscience du besoin d'assurance, vers qui on se tourne? Non, mais moi, j'ai appelé des copains entrepreneurs, j'ai cherché. Autant dans certains métiers, je ne sais pas vers qui me tourner. Voilà. Comment je trouve mes assureurs? Est-ce que c'est quelqu'un qui est capable de tout faire? Est-ce que je peux en avoir plusieurs? Est-ce que je peux prendre des courtiers? Et combien ça coûte? D'avoir des idées d'un peu tout ça, et sans que l'entrepreneur il passe trop de temps, parce que même s'il prend conscience que c'est important, c'est pas là-dessus que, en tout cas, moi, je passais le plus de temps. Moi, j'ai envie de te répondre simplement, plutôt se tourner vers le courtage. Parce que le courtage, il y a le petit courtage de proximité, c'est 80%, c'est des boîtes de moins de 10 personnes, et 20%, c'est du grand courtage ou du courtage grossiste. Et dans le courtage, on a plus de personnes un peu spécialisées sur ces questions-là. On peut trouver des agents généraux très talentueux capables de traiter ces sujets, mais les courtiers sont plutôt spécialisés et capables de traiter ces sujets. Moi-même, je suis courtier plutôt sur les lignes financières, et ces sujets-là, c'est des sujets que je traite en priorité. Après, vous avez aussi quelques startups dont je n'ai pas les noms, mais qui travaillent aussi en priorité sur ces sujets, donc allez les voir. Mais surtout, prenez la peine de bien trouver une personne qui vous interrogera sur votre business, qui vous posera des questions, qui vous interrogera sur votre financement, sur votre organisation, sur vos fonds propres, et pas une personne qui arrivera en disant, tiens, il faut que tu mettes en place tel contrat, parce que ça veut dire que là, on n'a qu'un vendeur. Vous devez avoir un conseiller, donc appelez plutôt des courtiers en disant, quelle solution pouvez-vous me proposer par rapport à mon activité? Et j'ai envie de plaider un peu pour ma chapelle sur FinTech Croissance. Moi, j'interviens comme courtier et mon rôle, c'est au départ et principalement et gracieusement de conseiller différents types de startups pour leur dire par rapport à votre activité, il y a sans doute là, des domaines dans lesquels vous pouvez intervenir. Donc ça, c'est mon principal conseil, c'est d'aller voir principalement des courtiers. Et après... La conclusion de tes missions, c'est la souscription éventuellement des assurances nécessaires, mais ta vraie mission, c'est quand même le conseil. C'est vraiment le conseil, c'est vraiment aider à la prise de conscience, que les gens se disent « Ok, ça m'est utile ou ça m'est pas utile ». Et dans certains cas, je reconnais que mes conseils sont donnés ensuite, sont repris par mon client Finance Innovation, qui va aller voir son assureur habituel en disant « Tiens, j'ai besoin de ça, ça, ça et ça ». Et ben, c'est entre guillemets la rançon pas du succès, mais c'est que l'information que j'ai donnée était utile. Donc voilà, je vous ai mis quelques chiffres aussi, sans doute la prochaine question, parce que je vois qu'on est un tout petit peu en train de dépasser, pour vous donner un ordre de grandeur sur, je dirais, le coût de ces assurances. Là, j'ai fait des assurances homme-clé, donc assurance homme-clé normale de base, c'est-à-dire en cas de décès ou d'incapacité, on verse un capital à l'entreprise pour trouver un manager de transition. Donc là, j'ai 3 profils, une personne née en 64, 56 ans, une personne née en 74 ou en 84. Eh bien, que se passe-t-il? La prime pour couvrir un capital de 250 000, la prime, elle est au maximum de 95 € par mois. Alors, bien sûr, comme on est sur un contrat de prévoyance, sous réserve de tous les aspects médicaux. Donc là, on est parti avec une personne qui n'a aucun sujet médical, hein, d'accord? Donc c'est vraiment une simulation non contractuelle à titre d'information. Donc là, au maximum, 95 € pour 250 000 € de capital.
Et si on va chercher une garantie d'1 million d'euros, donc 1 million d'euros versés à l'entreprise pour recruter un manager de transition, et bien là, on sera au maximum à 382 euros sur la personne la plus âgée à 56 ans. Mais si on voit une personne née en 84, on reste à 53 euros par mois. Vous imaginez le rapport entre la dépense et, je dirais, le bénéfice possible. Donc, ça, c'est pour vous montrer que ces assurances ne sont pas des budgets énormes. Trop souvent, on pense que l'assurance est obligatoire et en plus, comme c'est un péage, on va être ruiné. Eh bien, c'est l'exemple qui vous montre que ce n'est pas si important. Après, je vous ai fait d'autres simulations en RC Pro, RC Dirigeant et Cyber. Là, je dirais la première assurance est un courtier grossiste français. Là, c'est extrait du Lloyds. Et donc, pour une couverture en RC Pro, RC Dirigeant ou cybersécurité pour un chiffre d'affaires de 250 000 euros et à chaque fois un montant de garantie de 250 000 euros, ça voudra dire que en RC Pro, si je suis attaqué sur un dommage jusqu'à 250 000 euros, c'est pris en charge intégralement par l'assureur. RC Dirigeant, même chose, ce sera pris en charge pour 250 000 euros et en cybersécurité, 250 000 euros aussi. Eh bien, on voit que même si on monte à 3 000 euros, je dirais le montant de la RC, à 3 millions d'euros, le montant de la RC Pro, c'est un maximum de 5 500 euros. RC Dirigeant, 2 700 euros. Et la cybersécurité, on est à 4 000 euros. Donc, vous voyez des montants dont le lien entre la prime mensuelle ou annuelle et le montant garanti sont finalement pas si élevés. Quand on est dans une boîte qui fait 3 millions d'euros de chiffre d'affaires, avoir un budget de 12 000 euros d'assurance, ça ne me paraît pas être un budget exceptionnel. Donc, vous voyez, c'est pour aussi dégonfler le sujet du coût. Ça vous montre un exemple de ce sont des assurances abordables. Et après, avec, je dirais, les intervenants sur le marché, on a des formules packagées, on peut avoir des tarifs intéressants. Et aussi bien des assureurs classiques comme AXA, Allianz Generali, que des assureurs anglo-saxons comme Liberty, Beazley ou AIG ou QBE, et ben, toutes ces assurances, elles sont proposées par ces gens et elles peuvent répondre à votre besoin. Et ce qui est intéressant, c'est que les souscripteurs de ces compagnies sont aussi extrêmement disponibles pour vraiment accompagner sur des opérations spécifiques. Il faut savoir que la plupart de ces compagnies, soit les compagnies continentales, elles ont leurs propres équipes de souscription. Pour je dirais les anglo-saxons, on a on a des collaborateurs de la compagnie, mais il y a aussi des réseaux d'avocats, d'experts, entre guillemets, qui peuvent accompagner et être extrêmement précis. Donc voilà, ça donne un peu une vision assez globale. Mais je suis un peu trop bavard, donc... Ah, mais c'est bien d'avoir des chiffres. Parce que même les entreprises qui ont encore peu de chiffre d'affaires, ce n'est pas des coûts délirants quand il y a quelques assurances qui commencent à s'imposer. Et ça fait partie des investissements, des charges à avoir. Donc, c'est intéressant au moins d'avoir des chiffres. C'est l'objectif. Olivier, alors je profite, il y a une question justement par rapport au prix que tu viens de nous montrer sur le tableau. Pourquoi il y a une telle différence sur la partie cyber entre 1 million et 3 millions de chiffre d'affaires? La différence, je dirais, c'est les modules de tarification de l'assureur, donc c'est les algorithmes. Je pense qu'à partir du moment où on passe à des surfaces de risque beaucoup plus élevées, l'assureur considère que le risque est, je dirais, tarifé plus cher, puisque si on doit couvrir un montant de 3 millions d'euros, je dirais, il faut avoir la capacité financière avec les primes pour couvrir ce type de risque. Donc en fait, ce n'est pas du tout linéaire l'évolution. Et il faut savoir que ça, c'est un assureur anglo-saxon qui a fait ça. Il attaque le bas de segment du marché avec des tarifs très abordables, mais après, quand il arrive sur des montants plus élevés, il réajuste pour mieux couvrir son risque. Donc c'est pour ça qu'on trouve cette différence, Gisela. Aïe. Parfait, merci. Attendez. Oui, on t'entend. Ouais, j'ai un problème de... Ah oui, là, on ne t'entend pas là. Ouais. L'image est un peu figée. Oui, je pense que c'est peut-être ta connexion. C'est vraiment programmé pour 45 minutes.
C'était ça. Comme on a déjà dépassé les temps. Ben voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Elles vont probablement concerner plus Olivier, puisque c'est le pro des assurances. Oui, exactement. Vous pouvez répondre après sur le chat. Alors, Il va essayer de se reconnecter, je pense. ouais. Oui, bah voilà, il y a des questions sur l'assurance. Peut-être, justement, on va rentrer dans la phase finale de la presse. Et, je ne sais pas, Laurent, si tu as côté, voilà, toi, merci déjà pour ton témoignage sur les opérations que tu as pu accompagner. Donc, est-ce que s'il y a une chose, pour les chefs d'entreprise, s'il y a une chose à retenir, et en faisant le lien entre les financements, comme tu es expert, et la partie assurance, est-ce que tu as un conseil à donner aux participants, Laurie? Ce que je pense, c'est que dans le cas d'une maîtrise globale des risques, il faut intégrer la problématique des assurances qui couvrent une partie de ces risques. Et encore une fois, ce qu'a dit Olivier très honnêtement, et j'apprécie, c'est que les assurances obligatoires en tant que telles, il y en a peu. Et après, il y en a qui relèvent davantage du bon sens. Et donc, il ne faut pas négliger d'aller rencontrer des profils, je dis ça en plus, il n'est pas là, mais des profils comme Olivier, qui ont cette dimension conseil pour aider à se poser les bonnes questions, de faire régulièrement une mise à jour une fois par an ou avec un événement majeur, hein, c'est pas non plus à faire si souvent, mais pour être sûr que les risques qui doivent être couverts sont couverts, parce que s'ils ne le sont pas, le jour où l'événement survient, en général, c'est un scénario catastrophe, en tout cas dans les entreprises les plus jeunes, celles sur lesquelles les entrepreneurs ont encore un rôle déterminant, et plus tard, même si la société est un peu plus résiliente, la disparition d'un dirigeant peut avoir des impacts importants. Voilà, donc, et je pense qu'il faut faire preuve de pragmatisme et de bon sens. Moi, on m'a demandé, comme je fais du financement bancaire, l'année dernière, il y en a eu pas mal à faire, des PGE, mais pas que, est-ce qu'il fallait souscrire? Moi, j'ai un cas où ça n'a pas été souscrit, mais une entreprise très solide, et c'est un modèle qui repose. Les deux fondateurs avaient organisé leur prévoyance au niveau de leur famille, avaient un pacte qui prévoyait, il ne faudrait pas que les deux fondateurs se tuent au même moment, le même jour. Okay. Pour le reste, c'était assez bien bordé, et d'ailleurs, les banquiers en face, hors PGE, étaient prêts à faire des opérations, et on a réussi à s'en sortir à des conditions valables. Donc, il faut pas, moi, je ne pousse pas systématiquement. Avant, quand les entreprises sont plus jeunes et qu'on n'a pas tellement de partenaires qui sont encore prêts à soutenir l'entreprise si on veut avancer dans son développement, déjà que l'argent n'est pas très cher, négliger de courir un risque pour faire des pseudo-économies. Alors ça, par contre, je pense que c'est pas une bonne décision de gestion. Là, vaut mieux faire. Et très souvent, c'est que de toute façon, toutes les offres seront avec des assurances, hommes-clés, emprunteurs, enfin, toutes celles qui ont été évoquées par Olivier. Donc c'est surtout faire preuve de bon sens et de pragmatisme et d'aller voir on a l'habitude d'aller voir son expert comptable, son conseil financier ou son avocat, son notaire. Je pense que son courtier, c'est pas mal non plus. Évidemment, s'il y a des assurances, il va chercher à les vendre, mais le vrai rôle du conseil, c'est avant tout de bien baliser les risques et de ne proposer que ce qui est vraiment nécessaire. Merci Laurent. Oui, effectivement, comme Olivier le disait, les conseils, c'est une partie très importante et quelque chose à retenir peut-être pour les participants. Alors, je crois que Olivier a une panne de connexion. Je pense qu'il restait avec son téléphone. Mais je ne sais pas si il va arrêter. En tout cas, je pense que c'était la dernière slide. Alors, je vais passer la dernière slide. Je profite aussi. Donc, pour les participants, vous avez les informations, Laurent et Olivier, les informations des contacts. Donc, voilà, si vous avez des questions concernant l'assurance. Ah, ben voilà. Ah, super. Voilà, je prie toute la salle de m'excuser. J'ai mon PC qui a planté, donc j'ai pu récupérer ça.
Pas Ce sont de les aléas du direct. Donc, j'espère que ce ne sera pas dans vidéo gag, mais tant pis, c'est une chose qui arrive. Voilà. Pas de problème, merci Olivier. Bon, du coup, on était sur les derniers slides, on partageait vos informations avec les participants et Laura nous a donné quelque chose à retenir par rapport à son expertise. Donc voilà, je pense qu'on est sur la fin de ces webinaires. Donc, dernière question, et je pense pour clôturer cet échange. Olivier, si tu as quelque chose, la même question que je posais à Laurent, si tu as quelque chose qu'un chef d'entreprise doit retenir au niveau assurance, et qu'est-ce que tu peux nous dire? Et aussi, dans quel moment on doit contacter notre assureur? Deux petites questions pour clôturer ça. Ouais. Moi, je vais commencer par la dernière question, c'est à quel moment contacter l'assureur? J'ai envie de vous dire très, très en amont. Parce que l'assurabilité d'un risque peut déterminer sa mise sur le marché. Si on ne peut pas assurer, on sera en difficulté. Pensons par exemple à Airbnb qui, en assurant les locaux systématiquement, a permis à beaucoup de propriétaires de facilement laisser leurs locaux à disposition. Donc ça, c'est très en amont. Vous avez un projet, réfléchissez à votre assureur conseil pour vraiment bien le bâtir et se dire, tiens, qu'est-ce qu'on peut prévoir? Ça, c'est le premier point. Et la chose à retenir, j'ai envie de reprendre l'idée de Laurent, le bon sens, le bon sens. Posez-vous à chaque fois la question de l'assurance avec bon sens et qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui pourrait arriver au cas où? S'il y a une difficulté en matière de cyber, de responsabilité de dirigeant, etc., est-ce que je suis bien couvert? Et c'est de se dire surtout, l'assurance est un investissement que vous pouvez faire pour assurer la pérennité de votre boîte. Ne voyez pas l'investissement comme une charge, mais vraiment comme un investissement et qui pourra vous rapporter énormément en termes de pérennité, de sécurité et surtout de sérieux et de parcours client. Donc, c'est ça le point important, je pense. Bon, merci beaucoup Olivier pour toutes ces informations. Merci beaucoup Laurent pour ton témoignage et on va partager avec nous aussi ton expertise. Donc, voilà, merci à tous les participants. Sachez que, je vous le répète, sachez que la rediffusion sera disponible dans quelques secondes dès la fin de ce webinaire et sur la chaîne YouTube de Finance Innovation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter nos deux experts ou à nous contacter directement avec contacter. Si vous avez des questions concernant Finance Innovation et les programmes d'accompagnement des startups Finance et Croissance. Donc, je vous souhaite une excellente journée et voilà, à très bientôt. Au revoir. Merci, à bientôt. Au revoir à tous. Au revoir. Merci beaucoup, Gisela, et merci à tous d'être présents.